Donc je m'appelle Magali, ça fait depuis, maintenant, presque 3 ans et demi que je travaille chez OVH Cloud. Alors moi je suis côté, HR, je suis côté recrutement, full tech, donc tout ce qui va être DevOps, SRE, DBA, network et cetera. Donc vous vous en doutez que, des entretiens, j'en fais passer quasiment tous les jours. Je rencontre des candidats tous les jours et de temps en temps, je rencontre des candidats que je trouve inspirants, et au fur et à mesure, j'en ai tiré, une certaine synergie, des parcours concordants. Et ce que je voulais aujourd'hui, c'était vous partager, ce que j'ai pu en tirer, et vous donner les tips éventuellement que je peux donner au vu de ça. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnée d'une personne qui va représenter la partie tech, qui est donc Sébastien. Salut! Du coup, moi, c'est Seb. Alors là, c'est pareil, hein, si vous m'entendez pas derrière, n'hésitez pas à lever la main. Comme ça, voilà. Donc moi, c'est Seb, je suis le tech du duo. Et avec Magali, on va donc vous parler des choix de carrière. Donc moi, pour me présenter rapidement, je travaille actuellement chez OVH Cloud depuis 2-3 ans. En général, ça fait 11-12 ans que je travaille dans l'informatique, plus précisément en tant qu'ingénieur logiciel. Et donc, au long de ma carrière, j'ai eu quelques choix à faire qui m'ont permis d'évoluer, qui m'ont mené à mes défaites, mais aussi à mes victoires, je l'espère. Et justement, ce sont ces choix qui nous façonnent le long de cette aventure qui est notre carrière, dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors pour ça, j'ai pas envie de vous parler de ma vie, mon œuvre en 15 étapes. Je préfère plutôt vous parler d'un personnage qu'on a créé pour l'occasion. On l'a appelé Toto, référence à l'informatique. Toto, c'est moi, c'est Magali, c'est toi, c'est vous, c'est un peu tout le monde en fait. C'est un peu, je vais vous demander de voir cette conférence un peu comme une bande dessinée dont vous êtes le héros. Et donc Toto, on va partir du principe que c'est un jeune tech confirmé. Voilà, confirmé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a maintenant 3, 4, peut-être 5 ans d'expérience. Alors quand je dis tech, qu'est-ce que c'est? Un tech, c'est un dev, un SRE, un DevOps, ce que vous voulez. C'est un tech. Imaginez-vous. Donc c'est vous maintenant, c'est vous en reconversion, c'est peut-être vous dans le passé. Toto, donc, comme je vous l'ai dit, il est tout content, comme vous avez pu le voir sur le dessin. Mais aujourd'hui, il se pose des questions. Il se pose des questions parce qu'il commence à avoir des désirs d'évolution. Donc Toto, c'est un tech. Il aimerait bien passer lead tech ou pas. Il aimerait bien passer DevOps, il est peut-être bien passer autre chose, prendre des responsabilités, que sais-je. En fait, c'est à vous d'imaginer, je vous demande d'imaginer, de faire un peu l'effort mental de se dire quel est actuellement, ou quel a été dans le passé, votre objectif d'évolution de carrière. Alors justement, pour pas se centrer sur un exemple trop précis de dire c'est un tech qui va passer lead tech parce que c'est pas le but de la conférence, on va dire que Toto, c'est comme un personnage de jeu vidéo. Il est actuellement au niveau 1 de sa carrière, il aimerait bien passer niveau 2. Alors on vous l'a dit, hein, il est jeune tech confirmé, comme tous les techs confirmés, il a assez confiance en lui. En général, quand on sort de l'école, on a un peu ce boost, on part de zéro connaissance, on apprend plein de choses d'un coup, c'est hyper stimulant. Donc lui, il sait qu'il peut avoir confiance en lui, surtout qu'il suffit qu'il ouvre sa messagerie LinkedIn pour voir que sa messagerie pullule de messages de recruteurs. Comme moi, par exemple. Et oui, vous les RH. Donc lui, il voit 40 à 50 messages et il se dit c'est bon, peu importe, j'ai pas besoin forcément de continuer à travailler sur moi, j'ai déjà bien assez de compétences, je vais postuler pour ce job de lead tech, de chef de projet, est ce que vous voulez. Sauf que lui, en fait, il va vite se rendre compte. Magali, du moins, m'a dit un jour que les recruteurs cherchaient beaucoup de ce qu'on appelle du plug and play, c'est-à-dire Souvent. des gens, souvent, oui, des jobs qui sont prêts à l'emploi, des gens qui sont prêts à l'emploi pour le job, plutôt que de prendre le risque de miser sur une future promotion de candidat, d'évolution de carrière. Je vous ai dit, Toto, lui, il a confiance en lui, il s'en fiche. Voilà, il se dit, c'est bon, moi je vais postuler, je vais envoyer 20 CV, de toute façon, il y en a bien un qui passera, j'ai trouvé ainsi le job de mes rêves. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet Dunning-Kruger? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un effet qui a été étudié par deux psychologues du nom de Dunning et Kruger, qui définit l'évolution de la confiance en soi par rapport au temps et notamment par rapport aux compétences qu'on acquiert. Alors, la courbe ne ressemble pas à ça, en vrai, mais celle-ci est très connue. C'est la courbe, en fait, qui est exagérée, qui est assez grandiloquente, avec un grand pic, des montagnes russes, et qui est très pratique pour démontrer, dites-vous que la vraie scientifique est un peu plus plate. C'est l'idée ici qui va m'intéresser. Donc, je vous l'ai dit, Toto, lui, on va voir où il se situe plus tard. Là, on est au point zéro, en général, quand on sort de l'école. On gagne plein de compétences d'un coup.
Et on arrive souvent à ce qu'on appelle une surévaluation. Donc l'effet Dunning-Kruger, c'est un peu l'idée qu'il faut retenir, c'est cette idée de surconfiance. Ce que Dunning-Kruger appelle de manière très gentille la montagne de la stupidité. Donc voilà, auto-évaluation, surestimation de soi, sous-estimation des experts, tout ça. Et ensuite, souvent, pour ceux qui vivent ça, on suit une espèce de descente qu'on appelle la vallée de l'humilité. Alors eux, en anglais, ils l'appellent même le gouffre du désespoir, mais moi, je préfère la vallée de l'humilité, c'est quand même un peu plus gentil. Et c'est en général seulement après ces 2 étapes, du moins pour ceux qui le vivent encore une fois, qu'on va commencer à faire ce qu'on appelle une auto-évaluation réaliste des compétences, et ce que Dunning et Kruger ont appelé le plateau de la consolidation. Donc, alors ça, encore une fois, voilà, c'est quelque chose, il ne faut pas le voir comme une valeur exacte. Moi, si je vais faire mon auto-expérience, je pense que je suis passé très rapidement par la montagne, beaucoup ici. Si vous me demandez où je me situe actuellement, j'en sais rien, peut-être par ici, voilà, certainement pas là. Mais donc ici, on va retrouver un petit peu d'ailleurs tout ce qui concerne les syndromes de l'imposteur, tout ça, donc voilà. Toto, lui, il est gonflé à bloc. Il est bien gonflé à bloc et il se dit, moi je m'en fiche, j'ai envoyé plein de candidatures, il y en aura au moins la moitié qui sera prise. Je vous laisse donc deviner où se trouve sur la fameuse courbe de Dunning-Kruger. La montagne de la stupidité. Et oui, Magali. Oula, non, spoil, au secours. Oui. Et effectivement, Magali, il est sur la montagne de la stupidité. Donc, vous allez faire comme si vous n'avez pas vu la slide suivante. Toto va envoyer plein de CV à diverses entreprises. Il va en envoyer, allez, peut-être on va dire 5, 6, 7, 8 candidatures. Et il s'est bien planté. Il s'est même complètement vautré. Il était pourtant si sûr de lui. Qu'est-ce qui a pu se passer? Alors nous, c'est justement la question qu'on va se poser pendant ce talk. Merci. Parce que pourtant, Toto, il avait de l'expérience technique. Il savait ce qu'il voulait. Donc, est-ce qu'il a vraiment compris ce qu'il voulait, ce que c'était de passer au niveau 2? Est-ce qu'il a mesuré tous les enjeux qu'il y avait? Est-ce qu'il s'est posé assez de questions? Et puis surtout, est-ce qu'il a été assez stratège? Eh bien, écoutez, Toto, ça va être aujourd'hui le support pour nous rappeler à quel point on détient tous aujourd'hui le pouvoir de faire des choix sur comment booster notre carrière, comment arriver au niveau 2 qu'on convoite, poser les bons choix en rapport de notre goal et le tout en faisant des petits pas. Et donc là, Seb et moi, chacun avec nos casquettes de tech et de RH, on va essayer de faire avancer Toto le plus possible en lui faisant gagner des points de vie ou en lui faisant gagner des points d'expérience. Avant toute chose, Toto, il a besoin, pour gagner ses premiers points, d'un mentor. Alors, un mentor, c'est quoi? C'est une personne dont il va admirer la carrière ou ses soft skills, ses hard skills. Donc ici, Toto, il va prendre son maître de stage, qu'il admire particulièrement et qui l'impressionne. Alors, à quoi ça va servir ici de prendre un mentor? Eh bien, à 3 choses principales. Déjà, le mentor, généralement, c'est une personne plus expérimentée qui va pouvoir aider Toto à poser les mots sur ce qu'il souhaite réellement. Vers quel métier aussi il peut se diriger en fonction de ce qu'il a fait, de ce qu'il aime faire et de ce en quoi il est doué. Ensuite, son mentor va également l'aider à développer des compétences spécifiques. Si jamais il prend un super développeur Python et que c'est ce vers quoi il souhaite monter en compétences, son mentor peut l'aider et ce gratuitement et lui donner tous ses tips. Et enfin, il peut lui faire partager son réseau. On sait que dans la tech, le réseau est très, très important, qu'il est très petit et donc la communauté est importante à faire partager. Toi, par exemple, Seb, c'est qui ton mentor? Je dirais pas une personne, hein. Moi, je dirais que des mentors, j'en ai eu plein dans ma vie, j'en ai encore aujourd'hui. Si je voulais parler de mon premier mentor, c'était mon maître d'apprentissage. Quand j'ai déboulé dans le monde de l'entreprise, j'avais 19 ans, j'étais apprenti, j'étais hyper intimidé, et il y avait ce maître apprentissage très chevronné, qui avait une quinzaine d'années d'expérience, qui était très couteau suisse. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs types de profils justement, et c'est intéressant de voir de qui on va s'inspirer. Il y a des gens qui sont très experts dans leur domaine, et il y a des gens qui sont un peu couteau suisse justement. Moi, c'était justement le profil, typiquement le type de profil que j'admirais. Donc je l'ai un peu pris comme modèle, et je me suis dit, en fait,
je me fiche un peu, pas vraiment, mais de ce qu'il peut m'apporter en termes techniques, parce qu'évidemment qu'il va m'apporter en termes techniques. Moi, je voulais savoir ce qu'il allait m'apporter comme matière de réflexion, comme méthode d'apprentissage. Et en fait, finalement, c'est un peu lui qui m'a appris à réfléchir. Et mentor, j'en ai encore actuellement. Si je parlais de mon travail actuel, j'ai changé au sein de VH Cloud d'équipe il y a pas longtemps, il y a 3-4 mois. Il y a des gens que je trouve bien plus forts que moi, qui sont tech lead, et qui sont justement très inspirants dans leur façon de réfléchir et de penser, je trouve. Alors ici, vous pouvez tous faire la réflexion de qui finalement qui est votre mentor, que ce soit réfléchi ou non. Pour tous ceux qui voudraient prendre Sébastien, ce sera à la fin de conférence qu'on pourra en discuter. Toujours est-il que là, avec ce petit exercice, déjà, Toto prend 20 points d'expérience. Alors, un point que sûrement tous les mentors auxquels vous avez déjà réfléchi, ou en tout cas le mentor que Toto a choisi, et ben souvent, les personnes qui se démarquent sont assez curieux. Ils se démarquent de par leur curiosité et par leur auto-formation. Dans la tech, on le sait tous, ça va super vite. Et donc, pour rester attrayant, pour rester dans le game, entre guillemets, il faut se former, il faut être attentif aux nouvelles technologies, aux nouveautés. Et donc, Toto, de la veille technique, aujourd'hui, il en fait, mais il n'est pas très régulier. Si jamais il veut level up et passer au niveau 2, il va falloir vraiment qu'il s'astreigne à une vraie veille technologique. Et donc, il va vraiment être proactif là-dessus, se mettre tous les vendredis après-midi je sais que chez OVH, dans certaines équipes, ils ont leur vendredi après-midi justement pour bosser sur leur propre veille technique. Enfin, technologique, pardon. Vous voyez, moi, en recrutement, je sais que c'est une question que je pose quasiment systématiquement et qui peut faire la différence entre deux candidats. Je lui dis, est-ce qu'à titre perso, tu as un petit cluster? Est-ce que quels sont tes projets perso? Sur quoi tu bosses? Qu'est-ce qui te passionne? Et c'est ce qui peut vraiment faire la différence entre deux candidats. Que ce soit un sujet tech ou non, en fait. Ça peut être... là, récemment, j'avais un candidat qui me parlait en fait de la domotique qu'il avait installée chez lui. Le mec était passionné et il s'est démarqué là-dessus. Et quand on creuse un sujet, que ce soit sur un sujet ou sur un autre, ça peut faire la différence. Sachez aussi que le fait d'avoir cet éventail de compétences, d'être assez curieux et de vous intéresser à tout, ça va vous permettre aussi d'évoluer éventuellement sur des positions où on va rechercher ce genre de compétences. Typiquement, sur des postes de CTO. J'entends régulièrement des personnes qui veulent devenir CTO de petites entreprises ou autres. C'est typiquement un positionnement et plutôt une soft skills qu'on va rechercher. Alors, il y a pas mal de possibilités qui s'offrent à Toto pour faire de la veille. Il y a des blogs d'experts, il y a des journaux, des webinaires, il y a GitHub. Pour n'en citer que un, par exemple, côté journaux, il y a Programmé, que vous connaissez sans doute tous. Et côté webinaire, je vais faire un peu de pub OVH, entre guillemets. On a lancé notre podcast maintenant il y a un peu plus d'1 an et demi, qui s'appelle Tranche de Tech, où on traite de plein de sujets différents. Alors, ça, c'est de la veille, à titre perso. Alors, la veille, c'est bien, mais de façon certifiée et reconnue, c'est bien aussi et c'est complémentaire. Donc, ce qui est bien, c'est de se former. Alors, se former, il y a plein de façons différentes. Il va y avoir SkillUp, il va y avoir on peut faire des CPF, on peut faire des MOOC. Dans les entreprises également, il y a souvent plein de choses qui sont proposées de façon de façon gratuite et ultra accessible et facile. Et donc, Toto, lui, il va choisir une formation certifiante plutôt orientée agilité, ce qui se dit que comme ça va lui donner cette casquette qui peut être appréciée dans une petite entreprise. Et donc, rien que par ça, il gagne déjà 50 points d'expérience. C'est super tout ça, Toto, il a appris à faire de la veille, il a appris déjà à se documenter, à apprendre un peu plus par lui-même. Maintenant, Toto, il va travailler dans une équipe. Et là, c'est un peu... ça me rappelle moi, en tout cas, quand je suis arrivé en entreprise, il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai démarré mon premier boulot et qui m'a d'autant plus frappé quand j'ai fait ma deuxième équipe, parce que c'est assez répété, c'est le fait que quand j'arrive, alors il y a plein de choses à connaître, hein, évidemment les technologies pour lesquelles j'ai été embauché, mais il y a plein de connaissances qui sont des connaissances typiques internes. Donc, comment je configure le firewall de mon équipe ou l'entreprise, mettre en place le proxy, mettre en place mon IDE. Hein, je ne compte pas le nombre de boulots qui existent où on met 2 jours à setup son IDE. Voilà, il y a plein de choses en fait qui sont comme ça. Et mes deux premières missions, ça s'est fait de tiens, je vais t'expliquer, et on passe des heures à m'expliquer oralement ce qui a été fait. Je me dis attends, je dois être le 15e à arriver dans ce pôle. Ça fait 15 fois qu'il répète tout ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas de documentation. À l'inverse, dans notre job, j'ai vu que c'était
hyper bien cadré. Quelqu'un avait pris justement son temps pour documenter tout ça. Donc en fait, l'idée c'est de se dire, Toto, lui, de son côté, il veut bâtir voilà, sa crédibilité. Et si je devais définir qu'est-ce que ça veut dire bâtir sa crédibilité, je dirais que c'est voilà, se rendre expert dans son domaine et inspirer confiance aux collègues supérieurs, tout ça, je vais en parler. Justement, si on veut un peu se rendre expert dans son domaine, et aussi bien pour soi que pour les autres, c'est déjà être un petit peu la source de savoir, ou du moins ce qu'on appelle le gardien du savoir. J'ai lu ça dans un livre, j'aimais bien le terme. C'est se dire que c'est typiquement ce qu'on va retrouver dans les docs Confluence qu'on peut trouver en interne, dire bah tiens, moi, je viens d'arriver, je suis peut-être pas légitime pour écrire une documentation, parce qu'après tout, je suis nouveau à l'équipe. Et bien en fait, il y a un moment, je me suis demandé, et pourquoi pas moi en fait? Pourquoi ce serait pas moi qui rédigerait ça? Alors évidemment, j'ai vu des gens le faire, j'ai trouvé ça admiratif. Je parlais de mentor tout à l'heure, c'est un peu ça, je suis admiratif des gens qui prennent de leur temps pour les autres. Là, c'est un peu le cas aussi. Donc moi maintenant, dès que je vois un process que je mets longtemps à acquérir, mais chez OVH Cloud, il y en a plein hein, pour mettre en place des infras, etc. Bien là, je vais demander à mon équipe, ok, est-ce que c'est documenté quelque part? Est-ce que j'ai raté un truc? Et si j'ai raté un truc, bah effectivement voilà. Mais si j'ai pas raté un truc, je me dis bah là il y a peut-être quelque chose à ajouter et on peut en faire profiter tout le monde. Et c'est pour ça que quand on fait ça, bah un côté c'est bien pour les autres, c'est bien pour soi aussi parce que Toto de son côté il bâtit sa crédibilité. On m'entend toujours bien derrière, c'est bon? Super. Alors par contre, là, je voulais pas induire les gens en erreur en parlant de ça. Je voulais pas se dire, ok, il est en train de nous expliquer comment on fait pour être le meilleur, comment on fait pour être le centre. Attention, c'est absolument pas le but justement. Toto, lui, il apprend à son expert, mais il apprend surtout à inspirer confiance à ses collègues, à ses supérieurs. Alors ça, c'est quelque chose que je répéterai souvent lors de la conférence et de manière générale. Le travail d'équipe, c'est vraiment le truc le plus important. Il y a un proverbe, un vieil adage africain que j'aime bien, qui fait un peu classique, mais que j'aime bien, qui est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est exactement ça. C'est amusant parce que tout à l'heure, juste avant la conférence, justement, on m'a demandé quelle était ma première approche pour résoudre un problème complexe. Moi, ce que j'ai répondu, c'est la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est déjà consulter mon équipe, déjà en parler à une ou deux personnes que je considérais comme étant concernées, et ensuite faire ça et réfléchir tous ensemble. Pour moi, un vrai leader, si on veut parler de leader, hein, pas forcément, mais voilà, c'est quelqu'un qui va pas tirer la couverture à soi, qui va distribuer le mérite et qui va vraiment partager avec son équipe. Donc c'est vraiment ça l'idée. Je parlais aussi de leadership ouvert. Ça, c'est un terme aussi qui est un peu technique pour juste dire, en fait, il y a un synonyme qui s'appelle le principe de la porte ouverte. Quand on a fini par devenir un peu plus expérimenté et un peu lead tech ou autre, c'est bien de ne pas rester enfermé. Et justement, moi, je suis encore une fois très admiratif des gens qui sont sur plein de choses à la fois, qui sont des référents techniques, mais qui vont toujours garder une porte ouverte pour toi. Te dire, ouais, mais quand même, j'ai un peu du mal à faire ça, ça c'est quelque chose que j'ai pas compris depuis longtemps. Et même en situation souvent urgente, garder une porte ouverte pour les autres, c'est vraiment hyper intéressant pour soi déjà, mais surtout pour son équipe. Parce qu'on ne pense pas au court terme, on pense au long terme. C'est pas nous qui avançons, mais l'équipe entière. Alors, maintenant, donc oui, voilà, 15 points d'XP, 45 points d'XP pour bien mettre en évidence le fait que la partie équipe est quand même plus intéressante. Maintenant, on va profiter du fait que Toto est un personnage virtuel pour le faire passer dans une warp zone et il va entrer dans les carrières parallèles. J'ai dit au début de conférence que Toto, c'était moi, mais c'était pas forcément moi, c'est aussi vous. Moi, par exemple, j'ai jamais fait de freelance. Spoiler, on va pas être freelance ici. Moi, je m'inspire de moi pour faire mon autre expérience. Je m'inspire aussi de Magali, parce que c'est en discutant de nous deux qu'on a créé cette conférence. Mais je m'inspire aussi beaucoup de mon entourage, notamment des gens qui n'ont pas suivi mon parcours. Pour me présenter un peu plus loin, moi, j'ai fait un parcours scolaire qu'on pourrait qualifier assez classique. Hein, c'est-à-dire que j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai été diplômé, j'ai commencé mon travail en tant qu'apprenti. Savoir que je pense que je ne surprends personne ici si je vous dis que c'est absolument pas le seul parcours qui existe. Et il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent. Il y a beaucoup de gens qui font autre chose. Moi, par exemple, j'ai un frère qui est thérapeute, qui se reconvertit depuis 2 ans en informatique et qui s'est lancé dans le freelance. Alors le freelance, justement, c'est quelque chose qui peut faire peur à plein de gens. Et moi, c'est quelque chose que je trouve inspirant parce que ça permet d'obtenir plein de ce qu'on appelle
des soft skills justement. Donc quand on est freelance, quand on est à son compte, on va avoir tendance à ou bosser en startup aussi, hein, c'est le même principe. On va avoir tendance à bosser un petit peu sur tous les fronts en même temps. On est un peu aussi bien en partant du design, de la solution, qu'à la mise en production, en passant par le dev, les tests, etc. Ça permet vraiment de gagner, je trouve, en autonomie. C'est une meilleure comme une autre de gagner en autonomie. Donc ça, c'est comme vous voulez. Juste, je trouvais ça important avant de passer à la suite de la conférence, de rappeler que ça existe, de rappeler que c'est intéressant et que c'est même parfois inspirant. Je me permets juste une parenthèse. Il faut pas attendre d'être bon aussi pour forcément se mettre en freelance. Quand on rencontre des jeunes diplômés, ce qui va vraiment faire la différence, je sais que certaines écoles poussent à avoir des carrières, enfin d'être en freelance déjà pendant les études. Quelquefois, je rencontre des étudiants, alors je pense particulièrement à Epitech et 42 où ils poussent les étudiants à faire ça. Et sur un jeune diplômé, ça fait réellement la différence d'avoir une personne qui connaît le milieu pro et qui a déjà pu travailler sur certains projets conséquents et qui a vu enfin, certains, voilà, des contextes en entreprise. Merci, ça m'a permis de boire mon eau sans vous couper. Donc si je devais définir ici un nom de voix, expérience, j'en sais rien, on va dire que c'est une bulle parallèle, infini XP. Et enfin, maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que apprendre à se faire valoir en entreprise et apprendre à se reconnaître, c'est une bonne chose, mais déjà, il y a une notion qui est intéressante qui s'appelle l'attractivité. Comment rendre son profil attractif et comment de manière générale être intéressant auprès des recruteurs. Magali parlait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui s'est démarqué par sa passion par la domotique. Je pense qu'en fait, il y a plein de candidats qui ont plein de passions hyper intéressantes, mais qui ne les partagent pas assez. C'est mon point de vue. Donc voilà, c'est un point de vue perso. Moi, par exemple, je revendique beaucoup le fait de montrer son GitHub. Tout le monde n'est pas d'accord avec la phrase qui va suivre, mais moi, je pars du principe que aucun travail n'est trop mauvais pour être montré. Moi, j'ai déjà assisté à beaucoup de recrutement et je me dis que la personne qui montre son travail, déjà, elle montre son travail, elle montre ce qu'elle a fait. On juge les gens techniquement, les entretiens techniques, sur la période d'essai, on ne va pas les juger sur leur profil. Par contre, c'est intéressant de savoir sur quoi ils travaillent, s'ils ont des projets open source, s'ils ont des petits projets perso, et ça permet aussi, mine de rien, de mieux connaître les gens. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas GitHub, en fait, parce que c'est vrai que ça me paraît évident, hein, mais GitHub, c'est... Alors, avant de parler de GitHub, qu'est-ce qu'un logiciel, qu'est-ce qu'un programme? Eh bien, c'est du code source, on l'envoie quelque part, ça fait les chocs à pic, ça fait du binaire, et à la fin, on a un logiciel. Donc, tout part du code source. Eh bien, il y a du code qui est privé, c'est les codes propriétaires d'entreprise, il y a plein de code qui est dit libre, un peu comme toutes les distributions Linux, mais énormément de codes sont open source. Eh bien, GitHub, c'est un peu le hub principal de l'open source mondial. Pas que lui, mais c'est vraiment le principal. Donc voilà, ces parenthèses étant faites, comment on fait de l'open source quand on parle à quelqu'un qui démarre en open source, il va souvent nous dire, j'imagine qu'il y a des gros projets, je pourrais participer à une distrib d'OS, je pourrais participer à un gros projet open source. Évidemment, pas besoin de commencer par là. C'est évidemment montrer ses projets perso, ses projets d'école, pourquoi pas. Mais aussi, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est qu'on peut faire souvent de l'open source en entreprise. Ou pas, mais c'est bien de le savoir déjà. C'est-à-dire que là, chez OVH Cloud, nous, on a bien promouvoir le open source, donc c'est pas très difficile de demander à son chef, salut, est-ce que si je prenais le temps, je pourrais sortir cette lib pour la mettre en open source? Et moi, j'ai travaillé dans d'autres entreprises où c'était pas du tout évident, où plein de gens ignoraient qu'il y avait des process open source. Moi, si je peux donner un conseil perso, c'est n'hésitez pas si l'open source vous intéresse, à vous renseigner s'il y a des process open source qui existent aussi, et s'ils peuvent être mis en place. Moi, je travaillais chez Nokia, où c'était assez sévère, assez opaque, alors qu'en fait, il y avait tout un process derrière qui était un peu plus strict chez OVH Cloud, mais il existait, et on pouvait sortir des choses. Ça, c'est hyper intéressant parce que déjà, c'est un peu gagnant-gagnant. L'entreprise, elle gagne une image de marque parce qu'elle montre qu'il y a plein de projets qui peuvent servir. De l'autre côté à vous, si vous changez de travail, si vous changez de travail, vous faites autre chose, c'est un code
qui appartient à tout le monde. C'est quelque chose qui peut être rattaché à votre profil. C'est quelque chose qui sera immuable dans le temps. Donc pour moi, ça reste une vitrine. À l'image de GitHub, je parlerai aussi de tout ce qui est projet perso de manière générale, donc automatique. Bon, moi, je suis ingénieur logiciel, hein, c'est-à-dire que moi, je sais changer une ampoule, pas plus, mais il y a des gens qui savent faire des trucs avec des fils électriques. Et aussi des articles de blog. Les articles de blog, c'est quelque chose que je trouve super intéressant parce que quand je disais qu'il n'y avait pas de code trop mauvais pour être montré, je pense aussi qu'il n'y a pas d'idée trop ou pas assez intéressante pour être racontée. Si vous voulez un exemple, par exemple, j'ai un exemple qui est assez perso. C'est un article qui est en cours de rédaction depuis quelques mois, mais je le finirai un jour. Je suis arrivé, moi je t'ai dit que je travaillais depuis maintenant 12 ans dans le monde de la tech. Quand je suis arrivé chez OVH Cloud, ça faisait 10 ans. Pour ceux qui sont en la tech ici, j'avais jamais touché à de la CI de ma vie, l'intégration continue. C'est quelque chose que beaucoup de gens font dès leur arrivée en entreprise. Et moi je suis arrivé, je commence à travailler, et au bout de 3 mois, je vois que tout est déployé dans les pipelines. C'est assez complexe, c'est assez bien fait. Et moi j'arrive dans mon chef au bout d'un moment et je me dis, bon, il faut que je t'avoue un truc, j'ai un lourd secret, voilà. Bon voilà, j'avais fait de CI, voilà, il fallait que je te dise. Voilà, je me plie en 4. Et il me dit, mais c'est pas grave, déjà tu apprends. Et surtout, pourquoi t'en parlerais pas? Et je dis, mais s'en fout, c'est pas intéressant mon point de vue, tout le monde en fait depuis 10 ans. Il dit, oui, mais il n'y a pas tout le monde qui découvre au bout de 10 ans. Quel est le point de vue d'un senior dev qui découvre la CI justement parce qu'il n'a pas eu l'occasion dans sa expérience passée? Je me suis dit, bah, ça c'est typiquement le genre de réflexion qui me convainc dans l'idée qu'il n'y a aucune idée qui est trop mauvaise pour être partagée. J'adore tomber sur des articles de blog de confrères de pairs, pardon, qui sont sur LinkedIn, qui me disent, je suis tombé sur un article l'autre jour, je suis un développeur Go, j'ai découvert le Rust, pourquoi je kiffe le Rust alors que je viens du Go? Ce genre de choses, j'aime bien, parce que j'aime bien justement voir le retour d'expérience des gens, voir ce qu'ils en pensent et comment ils en sont arrivés aux réflexions qu'ils donnent. Et parfois, c'est plein de petits trucs random, hyper techniques de comment j'ai réglé tel type de bug. Voilà. Donc ça, c'est hyper cool. Donc, ça, c'est mon conseil personnel, mais n'hésitez pas à partager. Et, parce que le partage, c'est cool. En parlant de partage cool, ah oui, là, un point d'XP partout, ça. En parlant de partage cool, c'est intéressant de cultiver son réseau pro. Donc ça peut être en faisant des meet-up, des interventions en école. Si vous aimez faire des talks, si vous aimez parler, n'oubliez pas qu'il y a plein d'écoles autour de vous qui sont en recherche de speakers continuellement et vous n'avez peut-être aucune idée. C'est hyper intéressant de parler aux étudiants. Notamment, nous, on fait souvent des talks dans une école de profils de gens en reconversion. Et c'est des profils qui à prime abord, me parlaient pas du tout, que j'ai appris à connaître, j'ai appris à voir leur façon de penser. Et je trouve ça super intéressant de partager avec eux. Faire des conférences, un peu comme ce qu'on fait là. Merci encore d'ailleurs le Forkit pour leur accueil, je vous remercie à nouveau à la fin. Et ouais, de manière générale, voilà, avoir un petit peu une ouverture d'esprit, ça apporte déjà parce que ça apporte à nous, ça apporte à tout le monde. Ça permet de faire des rencontres. Parmi les gens qui ont présenté aujourd'hui, j'ai rencontré la plupart hier soir et c'était super intéressant et j'ai hâte de les revoir après les confs. Donc voilà, c'est vraiment appartenir à un écosystème et finalement discuter avec les gens qui ont la même passion que nous. Alors maintenant, peut-être que je suis un petit peu prétentieux, mais je pense qu'on peut parler de l'ascension de Toto. Alors Toto, je le rappelle, c'est un personnage virtuel. Tout ce qu'on a vu là, je ne vais pas vous demander s'il y a des gens parmi vous qui sont en reconversion ou qui démarrent la tech, je ne vais pas vous demander de faire tout ça, mais dire, putain, il faut absolument faire de la veille, faire ça, faire du freelance absolument. Donc voilà, donc c'est un peu les bulles pour vous montrer tous les chemins qui peuvent exister. On va dire que Toto, on va profiter du fait que c'est un personnage de jeu vidéo pour dire qu'il a tout fait. Et lui, il est donc à l'ascension pour son niveau 2. Et moi, bah maintenant, si vous vous rappelez de son échec du début de conférence, je pense qu'il est prêt. T'en penses quoi, toi, Maëlle? Alors moi, je crois qu'il a oublié les points de vie, mais on peut tenter juste avec les points d'expérience. Ah d'accord, carrément.
Bon, de toute façon, les RH, c'est toujours un petit peu tatillon. Oui, il Un manque peu ci, rabat-joie, ouais. il manque ça. Bon, je veux bien connaître mes torts au début, mais là, quand même, je pense qu'on a assez progressé. Donc, je pense qu'on peut l'envoyer. Et On ben peut let's enfin go. l'envoyer. C'est facile. Je vais être un petit peu plus malin. On va pas l'envoyer à 40 entretiens. On va lui faire passer 2 ou 3 entretiens bien ciblés. Et c'est facile, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes prêts? On commence. Ah, là, par contre, c'est un peu gênant. Parce que c'était pas prévu. Ah oui, il a gagné effectivement de l'XP, mais il a perdu des PV. Bon. Seb Euh, ne reconnaîtra jamais qu'il a eu tort devant une RH, mais t'as eu tort, Seb. oui, mais je suis meilleur que toi au baby-foot. C'est faux. Donc, C'est complètement faux. je vous disais, c'est un peu gênant. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. J'étais vraiment sûr de moi. Je pense que Toto était aussi sûr de lui, parce qu'il a quand même beaucoup progressé. Je vais lire un peu le rapport, de voir ce qui s'est passé. Oui, j'ai fait du théâtre. Hmm. Effectivement. Alors en fait, d'après ce que je peux lire, il ne s'est pas vautré comme au début de conférence. C'est pas ce qu'on pourrait appeler un échec cuisant. Il a même, parmi les 3 auxquels il a postulé, il a même eu 2 acceptations. Mais il y en avait un qui n'était pas au salaire attendu et un qui n'était pas exactement le job qu'il voulait. Au final, c'est pas un échec cuisant, mais on retrouve l'idée commune de j'ai pas atteint l'objectif initial que je m'étais fixé. C'est d'autant plus gênant que moi, j'ai un peu abattu toutes mes cartes. Donc là, je ne sais pas trop quoi faire. Je pense qu'effectivement, je vais me remettre à notre RH. Alors, en fait, déjà, c'est important de savoir que Toto, il a pas tout loupé, hein, comme le disait Seb. Là, pour moi, il a fait 80% du game. Les 20% qui vont rester, c'est ce que nous, on appelle un peu le hacking de système. Et c'est malheureusement ces 20% qui vont le séparer du salaire qu'il vise et de l'entreprise de ses rêves. Bon, déjà, quand on a parlé de salaire, je pense que tout le monde a tendu l'oreille. On sait tous que c'est un sujet important et dont on parle peu. Donc, tout le monde va tendre l'oreille. Ça veut dire quoi être malin déjà pour négocier sa rémunération? Avant toute chose, déjà, c'est ne pas être comme Toto. Toto, comme beaucoup de candidats que je rencontre, il a tendance à, dès qu'on lui fait une promesse avec un salaire qui lui convient plus ou moins, il va accepter sans trop ouvrir la bouche parce qu'il a peur de laisser passer la promesse d'embauche. Donc déjà, c'est oser en parler et oser être stratège et être assez ouvert sur la discussion. Euh, alors, déjà, il a raison de pas. Toto a quand même raison de pas foncer la tête baissée et de demander des choses sans savoir réellement ce qu'il y a derrière. Donc, premier tips pour bien savoir négocier. Alors, déjà, c'est important de négocier dès le tout début, dès que vous êtes en contact avec le recruteur, parce que c'est beaucoup plus compliqué de revenir une fois que la promesse d'embauche est faite. Parce qu'en fait, nous, de notre côté, on a déjà monté tout le dossier, on a eu toutes les validations. Donc, c'est important de négocier dès le début et dès le début qu'on se mette d'accord sur une fourchette qui convienne des deux côtés. Deuxième tips, sans doute évident, mais je rencontre beaucoup de candidats où c'est pas le cas, c'est de savoir combien on vaut sur le marché. Alors ça va être très différent selon les entreprises et selon le marché français ou américain, on en discutait notamment hier. Donc comment on fait pour savoir comment on vaut? Enfin combien on vaut entre guillemets sur le marché? Eh ben on discute avec les autres. C'est important justement on parlait tout à l'heure de communauté, de pouvoir en discuter de façon libre. On peut également se reporter aux grilles. Alors attention, d'une grille à l'autre, vous allez souvent voir tout et son contraire. Donc il faut croiser les sources. Et ensuite, ne pas hésiter tout simplement à demander à faire passer, enfin à passer régulièrement des entretiens, même quand on n'est pas à l'écoute, pour rester un peu au contact du marché et de savoir se positionner. Troisième tips, c'est rester constant auprès du recruteur. Récemment, j'ai une anecdote assez drôle. J'avais contacté un candidat 2 mois auparavant. À l'espace de 2 mois dans son entreprise, il avait soi-disant pris 20K. J'aimerais bien être dans son entreprise parce que je signe moi aussi de mon côté chez lui. Donc voilà, c'est important d'être constant parce que sinon on démarre d'un mauvais pied directement avec l'entreprise où on postule et c'est pas très, comment dire, prometteur pour la suite. Et surtout, la dernière chose la plus importante, c'est que là, on avait vu que Toto, il avait fait 80% du taf. C'est hyper important que pendant les entretiens et pendant la négociation, il sache mettre en avant tous ces 80% de travail qu'il a fait, les certifications qui le dénotent, enfin qui permettent de se démarquer sur le CV, sa visibilité, que ce soit en conférence, etc. Donc ça, il faut que ce soit quelque chose qu'il sache mettre en avant et sur lequel il sache communiquer, que ce soit auprès du hiring manager ou auprès du recruteur. Je fais juste aussi une petite parenthèse. Sachez qu'à partir de 2025, ce sera obligatoire pour les entreprises de mettre une fourchette de salaire sur les fiches de poste. Donc ça aidera à savoir se positionner.
Donc ça déjà, ça lui fait gagner 300 points de vie. Alors là, c'est un parti pris que je vais faire, c'est que là, on a parlé de beaucoup de choses qui étaient externes à l'entreprise. Toto s'est rendu visible en externe, enfin voilà, il a fait beaucoup de choses externes. Sachez qu'en fait, souvent on dit que l'herbe est plus verte ailleurs, et c'est pas tout le temps le cas, et c'est même souvent pas le cas. Et ça, souvent, il faut savoir creuser ce qu'on a déjà pour explorer toutes les opportunités. Et il faut savoir être aussi audacieux et entreprenant en externe qu'on peut l'être en interne. Donc, de mon point de vue, pour hacker un peu ce système, c'est notamment important de connaître les rouages de l'entretien annuel. Alors pour rappel, je pense que tout le monde ici voit ce que c'est un entretien annuel, et on a déjà passé quelques-uns. Un entretien annuel, c'est le bilan de l'année qui s'est passée et la projection sur l'année qui vient. Alors pourquoi est-ce que c'est le bon moment pour hacker le système? Eh ben, déjà, qui dit bilan de l'année passée dit auto-évaluation. C'est hyper important de savoir s'auto-évaluer, d'avoir aussi le retour des autres, parce que comme ça, on peut travailler sur ses faiblesses, savoir sur quoi travailler et savoir dépasser ça. Et ensuite, c'est aussi le moment du bilan sur ce sur quoi on a performé, ce sur quoi on a évalué, ce sur quoi éventuellement même on a surperformé. Et si on surperforme, si on sait mettre en avant tout ça et si on sait aussi se faire reconnaître dans son entreprise, c'est le moment de négocier. Et on a aussi les moyens de négocier la formation interne. L'entreprise peut vous payer des formations si jamais, voilà, ils veulent miser aussi sur vous, si vous savez présenter les choses, des formations qui sont coûteuses. Vous pouvez également, bien sûr, être augmenté. Et enfin, c'est aussi la possibilité de move en interne. Alors, pourquoi la mobilité interne, c'est un bon plan? Eh ben, la mobilité interne, ça permet à Toto, puisqu'on parle ici de Toto, d'évoluer au sein de sa société actuelle, sans prendre de nouvelles responsabilités. C'est-à-dire sans passer par des négociations de préavis, par des périodes d'essai qui mettent toujours un peu en danger et qui sont stressantes. Donc, en fait, il va pouvoir avoir plus d'opportunités parce qu'on va être moins, puisqu'on connaît son potentiel, on va être moins à rechercher un plug and play en mobilité interne. Alors pour Toto, figurez-vous que on va dire que là, on est en pleine période de mobilité, d'entretien annuel, et donc Toto se prépare à son entretien annuel. Alors, cette fois-ci, il est armé de tout ce qu'il avait fait en externe, de toute la visibilité qu'il a pu préparer aussi en interne. Sachez que je me souviens encore de mon maître d'alternance qui m'avait dit les entretiens annuels, ça se prépare encore plus qu'un entretien de recrutement. Donc voilà, je vous donne ce tip, c'est quelque chose qui en moi résonne encore tous les ans, c'est hyper important de se rendre à nouveau visible en interne. Toto, armé de tout ça, donc il passe son entretien annuel et là il apprend qu'au sein de son entreprise, il y a une équipe parallèle à la sienne où on va rechercher un tech niveau 2 comme ce qu'il recherche et c'est le poste qu'il convoite. Et là, Yay! il a réussi à passer niveau 2. Alors c'est allé super vite, j'en conviens, parce que pour Toto, ça a été beaucoup plus facile d'évoluer en interne qu'en externe. En fait, en interne, comme je vous le disais, son manager le connaissait, les RH le connaissaient, son potentiel était connu, et on n'a justement pas recherché à faire du plug and play, et on lui a donné sa chance. Toto a réussi sa quête de devenir niveau 2. Il est niveau 2, il a réussi. Alors évidemment, hein, on connaît le fameux adage, l'important c'est pas forcément la destination, mais le chemin. J'espère que c'est ça et que vous aurez retenu, hein. Le niveau, c'était plutôt un prétexte. L'idée, c'est de voir parmi le chemin parfois semé d'embûches qui est notre carrière, finalement, de voir toutes les voies qui sont possibles, toutes les portes qu'on n'a peut-être pas forcément remarquées. Alors j'ai une petite ouverture rapide aussi sur le fait qu'on s'est focus vraiment sur la carrière, parce que c'est un peu le principe de cette conférence, mais n'oubliez pas que quand on parle de choix, on parle aussi de choix dans la vie de manière générale. Pas oublier aussi ce qu'on veut et ce qu'on recherche. Voilà, donc quand on écoute, hein, comme on parlait tout à l'heure, Magali, on négocie pas forcément un salaire, on négocie parfois des accords télétravail, des accords un petit peu de tout ce qui peut être confortable pour un employé. Et de manière générale, faire les choix de vie qui nous sont importants. Donc ça me paraissait nécessaire à le rappeler, mais là on s'est focus vraiment sur la carrière.
c'est donc la fin de cette conférence. Je vous laisse avec quelques sources. Donc, la source principale, c'est notre retour d'expérience Tech XRH avec Mag. Il y a aussi quelques livres que j'ai lus justement à son sujet, dont les titres parlent les mêmes, qui parlent plus ou moins de ça. Et j'aimerais aussi faire une dédicace particulière à Goupil Poil, un pseudo assez rigolo, ouais, son compte Insta est juste ici, qui a dessiné tous les dessins que vous avez vus ici. C'est une animatrice 2D et illustratrice nantaise, indépendante, donc et super pas indépendante d'ailleurs, elle travaille dans un studio de jeux vidéo. Donc n'hésitez pas à checker. À la base, je lui ai demandé des petites esquisses pour animer cette conférence et elle nous a fait des dessins dignes d'une bande dessinée. Donc merci à elle, c'est grâce à elle que cette conférence ressemble à ça. Moi, vous pouvez me trouver sur GitHub, sur ce que je fais de temps en temps. Et Magali, vous pouvez la retrouver sur... Sur X, que tu diras Twitter, Twitter. ou également sur LinkedIn, ce sera d'autant plus simple. Voilà, merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.